Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, parce que comme nous vous le disons souvent, chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Et cette Afrique, nous devons la construire ensemble. La dernière fois, avec le professeur Mouchili, nous nous sommes interrogés sur le statut de l'homme dans un contexte mondial techno-marchand. Et nous avons bien compris que, et c'était à peu près ça la conclusion de l'échange, que la citoyenneté que nous portons devrait se mériter et que quelle que soit l'activité dans laquelle nous travaillons, nous devons nous battre pour être le plus compétent possible, pour donner notre part d'existant dans la cohabitation avec les autres personnes avec qui nous partageons l'environnement. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation renouvelée. Merci infiniment, professeur Mouchili. Prof, il nous est venu comme ça de nous interroger sur la prégnance de l'homme dans l'univers. Nous nous posons la question de savoir si l'homme peut encore être considéré comme l'élément, appelons ça comme ça, en prenant en compte le fait qu'il peut lui-même aussi être objet d'étude, comme l'élément fondamental de l'univers. Est-ce que ça a du sens? Oui. Surtout depuis la Renaissance italienne au XVIe siècle, lorsque la philosophie est devenue fondamentalement humaniste. C'est quoi l'humanisme? C'est le fait de penser que l'homme serait le seul élément moteur qui définirait et donnerait sens à toute chose. Et ici, il ne faut pas prendre l'humanisme, parce qu'on fait souvent des confusions entre l'humain et l'humanisme. Voilà. L'humanisme consiste à ce que l'homme soit au centre, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée de toute chose qui se fait dans cette vie. Je vais prendre un exemple, c'était en citant le philosophe français Luc Ferry. Il dit, le bon médecin aujourd'hui est celui qui peut autant guérir que donner la mort. Voyez-vous? Ça, c'est l'humanisme. C'est vrai, donner la mort serait inhumain. Et guérir serait humain. Mais dans les deux cas, on est dans l'humanisme. C'est-à-dire la capacité. Parce que Luc Ferry dit, l'homme s'affirme aujourd'hui comme tout puissant, surtout dans sa capacité à faire le mal. Et on ne peut plus penser comme au temps de Socrate où on disait nul n'est méchant volontairement. Non, aujourd'hui, connaissant le bien, on peut choisir de faire le mal. Nous sommes en plein humanisme. Et ceci signifie que toute la philosophie moderne doit penser l'homme comme le centre du monde. L'homme n'est pas un simple corrélat du monde. L'homme est le centre du monde. Et parce que c'est par rapport à son intelligence que l'univers a une signification, une orientation, et nous ne pouvons pas vivre dans une nature qui nous a dit ce qu'elle est. Nous vivons dans une nature déterminée par nos principes, les schèmes de notre entendement, les canons de notre intelligence, qui ont réussi à faire de la nature une réalité spatio-temporelle. Quelle différence avec l'humain? La différence avec l'humain est ce qui, en nous, nous caractérise comme des êtres qui ne font que ce qui est acceptable en société. Oui. Oui. Or, dans le système humaniste, cela signifie tout simplement que tout ce qui arrive, en bien ou en mal, dépend de l'homme. Oui. Voilà, c'est ça la différence entre l'humain et l'humanisme. Voyez-vous? Du coup, on peut trouver un conflit entre l'humain qu'on peut renvoyer au cadre social, oui, au cadre avec des présomptions de moralité, oui, et l'humanisme qui peut être la perception de l'homme intelligent, la perception intelligente de l'homme, oui, avec ses victoires comme avec ses échecs. C'est de fait, oui. Je vais prendre un autre exemple pour dire la science construit la civilisation contemporaine. Mais cela ne se fait pas sans quelques bavures.
Mais tout ça entre dans la logique humaniste. Mais qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Que tout ce qui arrive dépend de l'homme. Il y a des erreurs, des bavures, parce que consubstantiellement et par nature, l'homme à ses limites. Bon, je n'aime pas dire l'homme a ses limites. L'homme repousse ses limites. Okay. C'est mieux comme ça. Oui. Parce que pendant le moment où nous sommes en train de parler des limites, la recherche scientifique est telle que ces limites soient bousculées tout le temps. Même dans quelques livres ou bien dans certains enseignements, on a toujours entendu dire que la science a des limites. Non. Moi, je pense pour ma part que cette approche n'est pas intéressante. La science bouscule les limites. C'est ça qui est intéressant. Parce que vous ne savez pas ce qui passe dans les laboratoires au moment où vous faites un tel type d'affirmation. Oui. Voyez-vous? Donc, il faut toujours voir l'homme comme celui-là qui est déjà en train de dépasser ce que vous pensez de lui. Voyez-vous? Oui. Voilà. Bon, à partir de ce moment, il faut voir l'homme comme un être d'anti-nature. Voyez-vous? Oui. Il n'est pas de la nature de l'homme d'être telle ou telle chose. Mais il est de la nature de l'homme de savoir que, étant donné qu'il est ceci, il peut décider d'être autrement que ce qu'il est. Voilà où il faut situer la nature humaine. Ce qui fait qu'au fond, on ne va jamais enfermer la logique de la nature humaine dans un carcan définitionnel. Parce que l'homme, toujours en décalage par rapport à soi-même, ne répondra jamais exactement à ce que vous dites de lui. Ça, c'est ce que j'entends par humanisme. Voilà maintenant. Maintenant, quand l'humain en l'homme peut se manifester dans des œuvres humanitaires, voyez-vous, ça peut se manifester dans la générosité, dans l'amitié, dans la sympathie, dans la démocratie, dans la coopération, voyez-vous, et même dans l'assistance à personne en danger. Ça, c'est l'humain. Voyez-vous? Voilà. Ce qui est humainement acceptable. Bon, maintenant, est-ce que ce qui est humainement inacceptable n'est pas humaniste? Ça l'est. Ça l'est. Étant donné qu'on ne pense plus comme Socrate pour croire que nul n'est méchant volontairement. Non. On est méchant aujourd'hui parce qu'on veut l'être. Et on conçoit clairement que l'acte que je pose à ce niveau est un acte d'inhumanité. Peut-être pas tout le temps, prof. Bon, le problème c'est ceci. Un travail scientifique ne peut pas avoir pour objectif le bien ou le mal. Un travail scientifique a pour objectif de découvrir le plus précisément possible, le plus objectivement possible et de la façon la plus crédible des réponses aux questions que l'on s'est posées. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment, la réponse peut être précise, même si l'incidence sur la société pourrait ne pas être ce qui plaît. Voyez-vous? Mais ça, nous sommes là dans la finalité intrinsèque de la science. Mais comme nous sommes... il ne faut pas juger la science seulement à partir de sa finalité extrinsèque. Parce que la plupart du temps, un moralisme qui se développe, parfois fondé en raison, ne perçoit la science que dans sa finalité extrinsèque. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce que la science veut voir si la société déplore ses avancées? Non. La science veut voir si ce qu'elle fait répond efficacement aux attentes méthodologiques. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de penser une neutralité de la science, mais il s'agit de voir la science sur deux dimensions, dans sa finalité intrinsèque et dans sa finalité extrinsèque. Lorsqu'on a réussi à penser la science à partir de ces deux finalités, de façon objective, on doit se
prémunir pour ne pas être victime des possibles dérapages, d'erreurs ou des fautes qui pourraient se produire en science. Parce que même quand il n'y a pas eu dérapage, quand il n'y a pas eu erreur, quand il n'y a pas eu de faute, la science, puisqu'elle est davantage expérimentale, a toujours une incidence sur la condition d'existence. Par conséquent, la science qui est déjà capable de s'autocritiquer invente des mesures pour répondre aux possibilités de déchéance de l'existence. Voyez-vous? Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut penser de l'humain, de l'humanisme, de l'homme, c'est d'avoir un regard toujours objectif de ces trois concepts. Nous ne sommes pas dans des sociétés théocratiques. Nous sommes installés dans des systèmes démocratiques et à la démocratie, on a ajouté l'épithète libéral dans notre contexte. Bon, que devient le citoyen? L'individu. L'individu est davantage sollicité pour répondre aux exigences que lui impose sa société. À cet effet, l'individu, c'est vrai que cette façon de penser crée des sociétés individualistes, c'est vrai, mais les sociétés qui sont devenues individualistes sont celles dans lesquelles on a eu un grand déploiement de génie, voyez-vous. Bon, s'il faut qu'on en arrive, ou bien qu'on parvienne à ce niveau pour que l'intelligence sous pression se développe ou se déploie efficacement, je ne pense pas qu'il faudrait remettre cela en question. On peut dire c'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que aujourd'hui, on parle, les philosophes, ou bien une catégorie de philosophes, parlent davantage de la science pour remettre en question ces incidences qui pour moi ne sont que de la pécadille, parce que comparé à une nature dans laquelle nous avons vécu auparavant, de la chasse, de la pêche, de la cueillette, du ramassage, vraiment je pense moi pas qu'il faut que la science aille de l'avant et que la bioéthique ne soit pas considérée comme un arsenal nucléaire contre les intelligences. On doit laisser l'intelligence se déployer et inventer de nouveaux mécanismes pour répondre à la question de savoir comment vivre avec la science. Prof, nous nous interrogeons sur l'homme dans l'univers. Oui. Et certainement sur l'influence que la science peut avoir sur la place de l'homme dans cet univers. Et c'est dans ce sens-là que nous allons aborder la suite de notre exposé. Faisons le constat selon lequel ceux qui créent en science, ceux qui inventent, sont en général une minorité. Heureusement, ils créent des objets, des outils à l'usage d'une majorité de personnes qui existent sur la planète. Mais quand nous regardons l'incidence que ces objets peuvent avoir sur les vies des gens, on peut quand même s'interroger. C'est-à-dire, la science impose l'objet ou bien le produit de la science, je pense que c'est ce qu'il faut dire, impose de nouvelles attitudes aux hommes. Est-ce que le constat est déjà le bon? Bon, ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en science. La science est fondamentalement élitiste. Et même en politique, c'est vrai qu'il y a la démocratie dans le choix des dirigeants, mais vous pensez qu'il y a un dirigeant dans ce monde qui gouverne avec la masse? Tous dirigent avec l'élite. Vous comprenez? Oui, très bien. Bon, à partir de ce moment, il faut savoir une chose. Il y a que aucune intelligence ne se développe de façon totalement isolée. Sinon, on va vivre le solipsisme d'un Descartes, ce qui n'est pas productif. L'intelligence se confronte toujours aux données conjoncturelles, naturelles
et aux besoins futurs avant de se déployer. Et l'intelligence qui se déploie dans le cerveau de l'élite veut être une intelligence qui doit jouer le rôle de celui-là qui a connu la lumière dans le mythe, tel que Platon le démontre dans le mythe de la caverne. Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, comment créer l'effet d'entraînement pour l'élite? Il faut déjà appâter la société à partir de ce que l'élite scientifique peut produire. Voyez-vous? Parce que, à une autre émission, vous avez dit, est-ce que le scientifique ne pense pas l'homme tout simplement comme un client? Il le fait. Mais le client n'existe pas s'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Voyez-vous? Donc, il ne peut pas avoir pour première ambition de détériorer l'image de l'homme qui devra être en même temps client. Oui. Ça signifie que il peut penser le meilleur, mais l'accident peut se produire. Voyez-vous? Voilà. Et à partir du moment où nous avons déjà dit dans d'autres émissions que la science ne se produit que dans le régime de l'incertitude et que aucune réponse à aucune question n'est définitive. Il y a toujours une marge d'erreur. Cela signifie que chacun, en fonction de sa position sociale, doit avoir un objectif. Et les positions, même dans la société, sont élitistes. C'est pour cette raison que la société est hiérarchisée. La pyramide de la société ne met pas tout le monde au sommet. Mais la logique sociale est que personne ne soit totalement en retard par rapport à d'autres. Parce que dans des régimes politiques, il y a quand même des fonctions régaliennes de l'État. Voyez-vous? Quand on dit la santé, le transport, l'éducation, pourquoi éduque-t-on? Pour que personne ne soit totalement en retard. Mais pourquoi les gens sont en retard? Parce que nous n'avons pas les mêmes compétences intellectuelles. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas de compétences intellectuelles ne peuvent pas exprimer leurs compétences ailleurs de façon à être les clients pour ceux qui transforment, créent et innovent? Ils doivent l'être. Mais comment? Les États contemporains doivent être des facilitateurs des réalisations de chacun ou bien de chaque citoyen en son sein, en leur sein. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la science détermine les valeurs? Oui, la science aujourd'hui a permis que le système hiérarchique de la société soit fonction des valeurs que nous défendons. Voyez-vous, quand on vous dit la masse ne pense pas, c'est pourquoi? C'est parce que c'est l'élite qui pense pour la masse. Et si de la masse, on veut faire partie de l'élite, il faudra gravir les échelons. Voyez-vous? Et vous comprendrez que même si nous ne sommes tous égaux en droit et en devoir, il y a quand même des dignitaires de la société qui seront chargés d'élaborer ces droits et ces devoirs. Quand dans un pays on veut rédiger une constitution, ce n'est pas toute la population qu'on appelle. On appelle ceux qui en ont la compétence. Et puisque le mode d'appartenance ou d'adhésion à cette logique de l'égalité pourra s'exprimer pour tout le monde à travers des votes ou il y a d'autres formes. Il y a le référendum, par exemple. Voyez-vous, ceux qui ont écrit la Constitution de 1972, par exemple, au Cameroun, pour penser l'État unitaire, ce n'était pas toute la République. Mais toute la République était d'accord parce qu'il y a eu un référendum qui devait exprimer l'adhésion de tous à la même Constitution. Voyez-vous? Bon, c'est comme ça que ça se passe dans tous les États. Il ne faudrait pas croire que les valeurs sont inventées par nous. Je vous ai dit à une autre émission que la citoyenneté se mérite. Vous êtes citoyen de quelle échelle? C'est ça le problème. Si vous êtes citoyen à l'échelle de la prison, vous êtes privé de droits. Mais si vous êtes citoyen à l'échelle de la participation à la construction de votre nation, vous êtes promu et vous êtes sollicité et vous êtes encadré et sécurisé par votre État. On peut même dire que vous êtes promoteur de droit. Oui. Vous pouvez être promoteur de droit et bon, ce qu'il faut dire, c'est fondamentalement que
l'homme est en fait responsable de la signification que nous avons aujourd'hui de l'univers. Mais seulement, l'homme ne maîtrise pas tout. Ce qui reste à connaître est infiniment plus grand que ce que nous connaissons déjà de l'organisation même de notre univers. Voyez-vous? Bon, nous sommes encore à discuter. Est-ce qu'il faut finalement accorder la totalité de la raison à ceux qui pensent que c'est l'évolutionnisme qui serait... Ou alors, faut-il croire au mythe de la chrétien ou monothéiste qui voudrait qu'on pense que les hommes seraient partis d'un verbe qui a décidé de se faire chair? Bon, mais est-ce que quand on met la religion et la science en compétition, est-ce que la religion a les moyens de donner des arguments aussi solides que ceux de la science? Bon, maintenant, pourquoi croit-on plus au développement scientifique qu'au développement religieux? Nous n'avons qu'à avoir l'organisation de notre monde. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie des principes et des religions monothéistes, mais quelle que soit notre adhésion ou non, ou bien notre volonté d'accepter ou non la science, on sait quand même que les réponses scientifiques sont, sur la question de l'univers sont acceptables par tous, même pour ceux qui ne croient pas à la science. Puisque la science facilite la vie. Oui, la science facilite la vie, la science organise objectivement l'appréhension que nous devons avoir du monde. Le nom n'est pas décidé par la nature elle-même. Le nom est une création astrophysique, donc physique. L'organisation de la structure du monde en réalité spatio-temporelle est un exercice scientifique, c'est la conséquence d'un exercice scientifique. Il n'y a pas un nom en soi. C'est pour cette raison que de moins en moins on parle aujourd'hui d'ontologie, on préfère parler d'ontogenèse. Parce que quand on parle d'ontologie, c'est comme si une chose existante pourrait se révéler à nous tel qu'il existe dans son état initial. Ce n'est pas possible aujourd'hui d'en parler en science. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de résultats donnés en valeur absolue en science. Non, non, on est dans les résultats donnés en valeur relative. C'est parce que d'autres ont pensé la science à un moment où on croyait que la Terre était horizontale, l'espace horizontal, plat. Bon, mais quand on découvre que l'espace est plutôt courbe, on ne peut plus continuer à dire qu'entre deux points, la ligne droite est le plus court chemin. Non. Voyez-vous? Mais il y a quand même des retards dans la compréhension de ces choses-là. Il y a des... Moi, je m'amuse souvent d'aller dans les églises où il y a des chansons. On dit Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La ligne courbe, c'est le raccourci. Or, on veut montrer que le chemin qui mène à la réussite est escarpé, il y a des bifurcations, il y a tellement d'obstacles. Or, la chanson, au sens premier du terme de la compréhension, voudrait nous faire croire que ce n'est pas facile de réussir. Bon, mais on utilise un schéma, une caricature qui renvoie à une autre réalité. Parce que si la ligne droite n'est pas le plus court chemin entre deux points, ça signifie que à partir du moment où on découvre que l'espace est la forme de l'espace est courbe, ça devient la ligne courbe qui devient le plus court chemin entre deux points. Prof, j'ai quand même envie, après tout ce que vous venez de dire, j'ai quand même envie de penser à celui-là qui, j'ai pas envie de dire, qui ne croit pas à la science. C'est-à-dire non, celui qui ne croit même pas, celui qui ne croit pas à la science aujourd'hui, c'est un rêveur dangereux. Non, je pense à celui-là qui ne voit pas l'existant. Ne voit pas l'existant comme une concurrence, comme une compétence, et qui voit l'existence dans une forme de solidarité, de socialité. Qu'est-ce qui lui reste à partir de ce moment? Est-ce qu'il subit la dictature de la science, ou alors qu'est-ce qu'il fait? Celui-là ne vit pas dans ce monde. Parce qu'il devrait, s'il vivait dans ce monde, avoir à observer au moins les poussins. Quand la graine est lancée, un poussin ne va pas dire comme j'en ai déjà pris une. Je laisse l'autre poussin passer. Oui. S'il quitte de l'endroit où il y a des grains, c'est parce qu'il s'est rassasié, qu'il s'est empiffré, oui. Le poussin. Ça veut dire que même dans le monde animal, c'est la compétition qui gouverne la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le règne animal la jungle. La jungle, parce que
il faut, si tu es l'animal le plus faible, savoir te soustraire du chemin des prédateurs. Voilà. Ça, il n'y a pas de cadeau, même dans la jungle. À plus forte raison, le règne animal, le règne humain, où c'est la substance grise qui produit le niveau d'être de chacun. Voyez-vous? Donc, c'est dire que si vous vous attendez à vivre dans une forme de solidarité plate, vous êtes d'emblée vaincu et non considérable comme membre d'une société des hommes qui veulent atteindre des objectifs dans un espace et dans un temps. Voyez-vous, il n'est pas donné à l'homme de vivre confortablement. Il est exigé à l'homme de se déployer efficacement et sur la base de son intelligence pour occuper la plus petite place qui pourrait lui revenir dans sa société. Donc, il n'y a pas de règne. Les conflits sont peut-être finis, mais la logique concurrentielle reste. La logique concurrentielle est la nature des conflits pendant la période, est la nouvelle nature qu'on a donnée à la logique des conflits, la concurrence, la compétitivité, la compétence. Autrefois, les sociétés étaient barbares. Et cette forme de concurrence s'exprimait davantage dans la guerre des peuplements, par exemple. Voyez-vous? Bon, aujourd'hui, on a dit que nous sommes civilisés. Mais nous ne sommes pas civilisés tous au même niveau. Il y a des civilisations qui s'affirment comme plus importantes que les autres et dictent leur façon de voir la vie à d'autres. Bon, maintenant, comment va-t-on faire pour arriver à une civilisation où tout le monde se parle d'égal à égal? C'est un travail qui invite les pays pauvres à se dédoubler dans le travail, de façon à ce que, au lieu d'écouter les plénitudes des discours écologistes, intégristes de notre temps, devraient se déployer dans un mode de travail qui les interpelle à ne jamais dormir, à ne jamais sommeiller. Parce que les pays en chantier n'ont pas droit au congé, n'ont pas droit au férié. Voyez-vous, il n'y a pas de temps de repos quand on veut être capable d'avoir sa place dans le Conseil des Nations. Oui, prof. Ça veut peut-être dire qu'il faut rebâtir le contrat social, cette fois-là avec un fondement de rapport de force. Rapport de force sur le plan international, mais aussi rapport de force sur le plan de la citoyenneté. Non, il y a des principes qui ne seront jamais écrits. Mais vous constaterez que le plus fort dictera sa loi. C'est à vous de créer l'équilibre de force. Et pour créer l'équilibre de force, il faut effectivement travailler à cet effet. Il ne s'agit pas de pleurer. Il ne s'agit pas de se contenter de ce qu'on peut nous donner. Mais il s'agit de se déployer de façon à répondre efficacement à ceux qui voudraient s'opposer à nous ou nous annihiler ou faire en sorte que notre civilisation disparaisse ou soit phagocytée par les leurs. Bon, maintenant, comment allons-nous nous faire pour être aptes à répondre à ces sollicitations de la pression existentielle? Il faudrait tout simplement mettre un point d'honneur sur la formation, l'éducation et l'entreprise technologique. L'entreprise technologique. Il n'y a pas d'autre façon de répondre efficacement à cette société qui est devenue outrancièrement capitaliste. Et ce qui me dérange le plus, c'est que ce n'est pas le capitalisme dans son état originel, tel que pensé par des gens comme Adam Smith. Adam Smith
a pensé le capitalisme, par exemple, le capitalisme moderne, mais n'a pas pensé que les États devaient devenir tout simplement des agents économiques. Lui, il a pensé plutôt que les États devraient avoir une fonction pédagogique, ce qu'il entend par... c'est-à-dire, il faut tout faire pour que les monopoles ne deviennent pas les nouvelles puissances de notre humanité. Mais comment, en pensant un système de concurrence loyale et non le système de concurrence déloyale auquel nous sommes soumis aujourd'hui. Au point où les pays qui n'ont pas encore un tissu industriel développé n'arrivent pas à se positionner dans le Conseil des Nations parce qu'il faudrait être capable d'attirer ou bien de rechercher des débouchés. Avec quels moyens? Avec une industrie artisanale? Ou alors peut-on à notre tour développer le gigantisme au niveau de l'industrie? C'est ça la grande difficulté de nos États sous-développés. Mais il faut sortir de ce sous-développement. Et c'est une obligation. C'est même un devoir pour notre génération et les générations à venir. Nous ne pouvons plus accepter de vivre dans des pays où le sous-sol appartiendrait à d'autres. Voyez-vous, c'est difficile de l'accepter, mais il va falloir nous en sortir. À nous donc de trouver des moyens pour transformer notre milieu culturel, notre environnement et en faire un levier de développement qui va nous permettre d'être des êtres libres, des êtres capables d'action, des êtres capables de participer au conflit qu'il y a, ou bien d'inverser le rapport de force qu'il y a entre nous et les autres puissances. Et à ce sujet, il n'y a pas de vacances à prendre. Merci infiniment. C'est sur ces mots, professeur Mouchili, que nous allons achever notre entretien sur notre thématique « Que peut l'homme pour garder sa prégnance dans l'univers ?» Merci d'avoir été avec nous pendant cet échange. Merci encore, professeur Mouchili. Merci de m'avoir invité. Très bonne journée à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa TV.